are already underway. I strongly suggest business planning for those centers because obviously grant funding runs out. Secondly, we talked about existing digital collections. I believe that those existing digital collections must be linked somehow through common standards and possibly a preservation system like the Open Archival Information System, which already exists. Certainly the way to link those collections and future collections that are digitized is possibly through something called multi-site servers, and that's where we take into consideration the information management that was discussed earlier today using metadata standards. So these are 3 points. The other point here is the innovation that can emerge from the folks who are already doing great work in digitization and possibly taking the approach of some of the social network startup companies where folks are able to identify ways to create access to knowledge based on little or no funding. We see this happen all the time. There are lots of models for this that exist. Finally, the content analysis was discussed, certainly can be created by experts using annotation and translation of existing digital collections. Thank you. Brian hasn't spoken yet, and I'd like to give him the floor. But please be brief, please. That we Africans sit together and discuss our problem and share our experiences. We should not fear digitization or technology. We are in the world of, technologies. So we have to start somewhere. We have to discuss and listen each other. That is our problem. It's not our problem. That is how we brought up. That is why, we trained the way that not to discuss and not to listen each other. We are trained to be a bureaucrat. That is why today, I don't know other countries, situation, how many of the decision makers and, politicians do understand about the library and, about the information centers and give due attention to protect these things. So, the other thing that is very important, we heard that, different experiences from different institutions, from different countries, but the first thing that we have to do is there must be a policy. We have to formulate a policy. It could be beginning from the country, and then it could be regional, and then continental. How to share our resources, how to keep our resources, and how to control our resources. So, for example, my institute, Institute of Japan Studies, we have already digitized 1,500 different manuscripts in the institute. It was, funded by the British Library Endangered Archives program. So we have to start somewhere, to save our cultural heritage and make it accessible, and not to send our students abroad in order to find, documents and research materials. And we have to stand by ourselves here with our resources. Thank you. Je vais donner la parole à une personne qui n'a pas encore prise et qui, depuis tout à l'heure, voudrait peut-être mettre quelques points. Donc, je vous donne la parole, mais soyez très bref, s'il vous plaît. Commencez dans votre introduction avec 3 points très importants. D'un côté, nous avons les détenteurs de manuscrits qui sont réticents. De l'autre côté, des universitaires qui n'ont pas accès à ces manuscrits pour faire leurs recherches. Et plus loin, nous avons nos États qui ne s'en fichent pas, ce n'est pas leur affaire. Comment faire alors? Moi, je pense que on peut saisir l'exemple de Savama, dont je suis membre, l'exemple de Savama au Mali, qui a mis en place un programme de sensibilisation au niveau national. Il faut sensibiliser d'abord les détenteurs. Et ensuite, moi, tantôt j'ai entendu ceux qui sont derrière les viens pour piler, pour prendre, pour exploiter. Moi, je pense qu'il faut identifier nos vrais partenaires. Il y a des vrais partenaires, comme la Fondation Ford, par exemple. Nous avons au Mali un partenariat entre
le gouvernement de Luxembourg et la République du Mali autour des manuscrits de Tombouctou. Ce partenariat est mis en place, amené d'abord à travers une agence qui s'appelle Luxe Développement, et au sein de cette agence, il y a un projet qu'on appelle Mali 15 sur le manuscrit de Tombouctou. Le but c'est quoi? C'est de construire un développement local à travers le manuscrit, en impliquant tous les acteurs de développement, y compris le chercheur. Ça n'existe pas avant. D'ailleurs, dans peu de temps, le 1er, le 2, le 3 janvier, il y aura un atelier sur le corpus des manuscrits à Tombouctou qui regroupe à la fois et les chercheurs et les détenteurs, pour qu'il y ait d'abord une synergie, pour qu'il y ait une compréhension, pour qu'il y ait un contact d'abord, contact de compréhension. Et je pense que ça là, c'est des modèles qu'on peut saisir vraiment pour faire, comment dirais-je là, pour faire la recherche d'abord, et puis non seulement sauvegarder les manuscrits, mais aussi exploiter ces manuscrits. Je vous remercie. Tu as une demi-minute, vraiment. Manuscrits de femmes. Nous, en réalité, on a envoyé, je pense que c'est 42 numéros à Habib, 42 titres de manuscrits. Il y avait 4 ou 5 manuscrits sur les femmes. Donc, je demande à Habib de donner une copie de cette liste-là à notre sœur là. Comme ça, elle peut nous contacter. Peut-être on va l'aider à faire ses recherches. Je vous remercie. Tu as fait une minute. Abdelkader, tu es devenu un négociateur vraiment. Je crois que tu dépasses tout. Tu as entendu? J'ai dit la liste de la femme. Cette liste-là, il faut donner ça à notre sœur. Donc, voilà, nous nous acheminons vers la fin. Je vais redonner la parole au professeur Obanga pour un peu faire le point de tout ce qu'on s'est dit ici. Et ensuite, le secrétariat, grâce au talent incomparable de Pape Toumani Ndiaye, va pouvoir intégrer toutes ces résolutions, toutes ces directives pour qu'on puisse en faire un document d'ensemble qui puisse être accepté par l'ensemble des partis ici. Donc, professeur Obanga, vous avez la parole. Il faut tenir le fait en compte que les interprètes sont en train de me regarder et de me surveiller sérieusement. Ils disent oui. Parce que c'est une session spéciale et depuis ce matin, quand même, ils sont là. Leur tête va exploser si on ne les libère pas. Voilà, professeur Obanga. Merci beaucoup, Président et vous, modérateurs. Je crois que cette réunion d'Addis Abeba, il s'agit d'échanger des points de vue. Souvent on ignore quand on est par exemple en Afrique centrale, on ignore quand même ce qui se passe par exemple en Mauritanie, à Tombouctou, même au Nigeria. Et même si on est à Tombouctou, on ignore ce qui se passe ici à Addis Abeba aussi. On ignore ce qui se passe à Alexandrie ou au Caire. Et on ignore. Donc, c'est un échange de points de vue. Donc, il n'y a pas de dire que... on s'instruit en fait. Il y a d'abord ça. Cette conférence, d'abord, une instruction, une information. On apprend ce qui se passe ailleurs. On s'enrichit. Bon, mais l'immense richesse africaine, surtout la richesse culturelle africaine est très immense. Nous avons pendant longtemps discuté des arts, les arts africains. On a qualifié des arts nègres, de ceci, il y a eu des festivals, il y a eu des danses, il y a eu des écoles de formation, il y a eu des centres sur les arts de façon générale, que ce soit le textile, la peinture, la sculpture, la littérature, etc. On a discuté sur les arts. Et ce débat africain a fait respecter les arts africains au plan même international. La musique africaine, la littérature africaine, etc. Ça a fait vraiment, ça a créé, ça fait connaître l'Afrique au niveau international, ça fait respecter.
Après les arts, nous avons discuté, nous tous, ou ceux qui étaient avant nous, sur les traditions orales qu'on méprisait tant. Que vous n'avez pas d'histoire, la tradition orale, la mémoire est courte, et le travail des traditions orales, avec parfois l'appui de l'UNESCO, avec les centres qu'on a créés à Niamey par exemple, avec Laya Douldé, Laya, etc. Et puis ailleurs aussi, la tradition orale africaine, les traditions orales africaines ont été respectées. Et du coup, on parle de tradition orale de l'Inde, tradition orale précolombienne, il y a un mouvement international. Mais c'est venu d'Afrique. Ailleurs, on parle même, l'Europe parle de ces traditions orales maintenant. Et c'est accepté comme source historique valable, digne d'être soumise à la critique historique. Alors avant, non. Mais ça, c'est le travail des Africains, les traditions orales. Donc c'est important. Aujourd'hui, nous changeons, on a fait les arts, on a fait la tradition, on parle du manuscrit, qu'on ignorait même. Quand même trouver 6000 manuscrits à Tombouctou, mais ça va donner une information historique colossale. 100 000. 100 000. 100 000. Oui, sans compter Djenné, Gao, Mopti, etc. 100 000 manuscrits, il y aura des connaissances scientifiques, médicaux, pharmacopée, littérature, la religion, le Coran, la métrique, la poésie, l'astronomie, etc. Mais ça sera colossal. Donc maintenant nous attelons sur le manuscrit. Alors il y a les manuscrits, déjà le travail est avancé, on apprend, on est l'école, les Émirats du nord du Nigeria, de Sokoto, etc., le Kaduna fait l'environnement. On apprend ailleurs aussi, on apprend ceux de Mauritanie, d'Éthiopie, de l'Égypte, etc. Donc, il y a un travail qui se fait déjà. Il y a un travail déjà. Donc, le manuscrit africain, l'archive, la documentation, les bibliothèques, la formation, le réseau à créer, l'argent à générer, le tourisme à favoriser. Je crois que ça va faire aussi une explosion extraordinaire si on travaille bien. Et voilà pourquoi tout ce que nous avons dit ici les uns les autres sera pris en compte par le rapporteur. Il va voir les documents déjà élaborés, parce qu'il fallait aussi élaborer les documents, notamment ce qu'on appelle l'achat d'Addis Abeba, ou quelque chose de ce genre-là. Il va tenir compte de tout ça, il va étoffer, il va faire un document qu'il va présenter demain. Quant au problème du genre, même si sur les 42 manuscrits, il y a 5 manuscrits qui ont ce nom, mais ça demande, il y a un manque, Nous n'avons pas l'histoire intellectuelle du genre en Afrique. Si on élabore cette histoire intellectuelle du genre en Afrique, on verra des femmes qui ont écrit des romans avant même le XXe siècle, qui ont écrit des nouvelles, des contes avant même le XXe siècle. On ignore. On voit des femmes qui ont copié, qui ont fait la calligraphie arabe, qui ont été copistes des manuscrits. On voit des femmes qui ont été médecins, même déjà dans l'Égypte antique. Dès l'Ancien Empire, une femme est médecin, directrice des médecins, Péséchette. Il y a des femmes, Hypatie au temps d'Alexandrie. C'est une Africaine, si l'on veut. Elle était martyrisée, mais elle enseignait. Elle a fait la philosophie à Alexandrie, Hypatia, ou Hypatie, en français. Oui. Donc cette histoire culturelle, intellectuelle de la femme africaine ou de la femme en Afrique, cet aspect intellectuel, cette histoire intellectuelle manque. Voilà pourquoi souvent on dit que bon, vous nous avez oubliés, vous n'avez. Mais or l'histoire qui existe, l'histoire intellectuelle qui existe, c'est surtout on voit les noms des gens, des hommes. C'est les hommes qui ont. Mais il y a des femmes qui ont géré des États africains avec tout le pouvoir d'État. Ont géré l'État, pas seulement des courtisanes ou des beautés, mais qui ont géré le pouvoir politique intégralement. Intégralement, depuis l'Antiquité. Sans parler de la reine Hatshepsut. Elle a eu le pouvoir d'État, construit des temples à Delbari, envoyé une expédition à Pout, qui est peut-être la Somalie.
hein, diriger le pays, hein, la reine de Saba, hein, qui a envoûté Salomon, qui était déjà très, très bien garni au demeurant, hein, en la matière. Hein. Bon, il y a eu, donc il était envoûté par la beauté d'une, il y a eu des... il a appris à être sage même, la sagesse de Salomon. Donc il y a eu l'histoire des femmes, la reine Zinga a dirigé l'État, a organisé une armée, a envoyé les troupes à la bataille. Elle-même était chef d'état-major général, elle-même. Parce qu'elle avait déjà envoyé les espions, comment l'armée portugaise s'entraînait. Et puis elle a eu la tactique, ces espions ont rapporté la tactique, et elle a organisé, elle a tenu tête pendant des années contre l'occupation. La traite négrière s'est opposée fermement. Une femme, sans compter tant d'autres choses, partout il y en a eu, partout il y en a eu. Mais il faut faire cette histoire intellectuelle, cette histoire culturelle, intellectuelle de la femme en Afrique. Quand elle n'est pas encore visible dans nos consciences, dans notre éducation, dans notre pédagogie, bon, elle sera toujours ce qu'elle semble être marginalisée. En fait, ce n'est pas une marginalisée, c'est simplement l'ignorance, on ne sait pas. C'est l'oubli, on oublie ou on ne sait pas, bon, on ne connaît pas quoi, on ne connaît pas, il faut aussi avouer ça. Donc il y a un travail immense à faire pour remplir cette lacune aussi, qu'on travaille énormément, que la femme ne soit pas simplement la femme à la maison, l'enfant, la femme à la danse, la femme qui met les